Bonjour chers amis. Bienvenue dans Histoire d'horreur mystique. Ce soir, nous plongerons au cœur de l'une des régions sauvages les plus hostiles d'Amérique, en partageant 8 récits glaçants du Sentier des Appalaches, trop longtemps restés dans l'ombre des archives officielles et des témoignages. Il ne s'agit pas de légendes ou de contes populaires transmis de génération en génération. Ce sont des rencontres documentées, rapportées par des coordinateurs de secours, des gardes forestiers, des randonneurs aguerris et des explorateurs confrontés à une menace bien plus sinistre que les dangers naturels de la montagne. Des disparitions inexpliquées qui défient toute logique aux prédateurs profitant de l'isolement de la nature pour chasser leurs proies, nous explorons ce soir les recoins les plus sombres du sentier de randonnée le plus célèbre d'Amérique. Chaque histoire a été reconstituée à partir de rapports d'incidents officiels, de déclarations de témoins et de témoignages de survivants recueillis dans toute la région des Appalaches, de la Géorgie au Maine. Bien que nous ayons vérifié les faits essentiels de chaque histoire auprès de sources multiples, certains noms et lieux précis ont été modifiés afin de protéger la vie privée des participants et de ne pas interférer avec les enquêtes en cours. Si vous avez découvert Monsieur Mystic Horror Stories, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouvelles histoires d'horreur, vraies que les forces de l'ordre et les services des parcs nationaux préféreraient garder secrètes. Activez les notifications pour ne jamais manquer notre prochain épisode de Monsieur Mystic Horror Stories. Celui que quelqu'un espérait voir rester caché à jamais. Je suis Marcus Rivera, âgé de 29 ans, et j'ai été coordinateur de recherche et de sauvetage pour le parc national des Great Smoky Mountains pendant les 6 dernières années. Mon travail consiste à retrouver les personnes égarées dans ces montagnes, pas à en devenir une. Ce qui m'est arrivé en octobre de l'année dernière a brisé tout ce que je croyais savoir sur ces zones sauvages. Et surtout, sur ce qui pourrait y vivre dans les endroits que nous ne fouillons jamais. J'avais coordonné des opérations de secours pendant près d'une semaine sans interruption. 3 incidents distincts impliquant des randonneurs perdus, tous dans un rayon de 16 km autour de la piste des Appalaches, près de Cat Cove. Ce schéma m'inquiétait, car il était inhabituel que tant de personnes se désorientent dans la même zone, surtout des randonneurs expérimentés qui connaissaient bien le terrain. Le dernier cas concernait un homme de 34 ans, David Chen, qui randonnait seul depuis 2 jours avant que sa famille ne le déclare en retard. Son campement abandonné a été retrouvé avec tout son équipement intact. Sa tente correctement fermée, sa nourriture toujours suspendue dans un sac anti-ours à 4,5 mètres du sol. Aucun signe de lutte, aucune trace de sang, aucune indication de la direction qu'il aurait pu prendre. C'était comme s'il s'était tout simplement évaporé entre le moment où il avait monté son camp et le lendemain matin. Ce jeudi matin de fin octobre, j'ai décidé de mener ma propre recherche dans la zone où les 3 disparitions avaient eu lieu. J'ai emporté mon équipement d'urgence standard, une unité GPS, une radio, une trousse de premiers secours et suffisamment de provisions pour 2 jours. La météo annonçait un ciel dégagé avec des températures descendant jusqu'à 4 degrés Celsius la nuit. Des conditions parfaites pour la randonnée. J'ai quitté le poste des gardiens à 6h30 du matin et me suis rendu au départ du sentier Elkmont, prévoyant de couvrir une zone en quadrillage qui me mènerait aux derniers emplacements connus des 3 personnes disparues. La première journée de recherche s'est déroulée exactement comme prévu. J'ai couvert environ 19 km de terrain difficile, documenté plusieurs dangers potentiels comme des formations rocheuses instables et des traversées de ruisseaux périlleuses, et j'ai envoyé des rapports d'état par radio toutes les 2 heures, comme l'exige le protocole du département. Je n'ai rien trouvé d'inhabituel, à part ce qui semblait être un ancien poste de chasse à environ 5 km du sentier principal, construit avec des matériaux naturels et si bien camouflés que j'ai failli ne pas le remarquer. La construction était professionnelle, avec des supports correctement inclinés et une étanchéité suggérant que quelqu'un y avait consacré un temps et des efforts considérables. Ce qui m'a frappé, c'est son emplacement en plein cœur d'une zone où la chasse était interdite depuis plus de 20 ans. J'ai installé mon camp ce soir-là près de Portes Creek, en respectant toutes les réglementations de l'arrière-pays. J'ai sécurisé ma nourriture, monté ma tente sur un terrain plat, à l'écart des zones de chute de pierre, et effectué un dernier contrôle radio à 20h15. Le répartiteur a confirmé une réception claire et enregistré mes coordonnées. Ce fut mon dernier souvenir pendant 7 jours. La prochaine chose dont je me souviens clairement, c'est de me réveiller sur une crête étroite, à environ 64 km au nord-est de l'endroit où j'avais installé mon camp. J'étais allongé face contre terre dans un tas de feuilles humides, la tête me martelant et tout mon corps endolori, comme si j'avais été percuté par un camion. Mes bottes de randonnée avaient disparu. Ma veste était déchirée à plusieurs endroits. Le plus troublant de tout, c'était que je portais un pull en laine qui ne m'appartenait pas, vert foncé, avec un motif tricoté en câble, au moins 2 tailles trop grand. Le tissu sentait la fumée de bois et autre chose que je ne pouvais identifier, une odeur organique et désagréable. Quand j'ai essayé de me lever, j'ai découvert que mes 2 chevilles étaient gravement contusionnées et enflées. Mon épaule gauche avait été luxée et mal remise en place,
laissant mon bras presque inutilisable. J'avais des éraflures et des coupures sur la plupart des parties exposées de ma peau, certaines fraîches et encore saignantes, d'autres partiellement cicatrisées, comme si elles dataient de plusieurs jours. La découverte la plus dérangeante était une série de petites plaies perforantes sur mes avant-bras, parfaitement rondes et régulièrement espacées, comme si quelqu'un avait testé la netteté d'un couteau ou d'un autre instrument pointu. Mon sac à dos avait disparu, emportant avec lui toutes mes fournitures d'urgence, ma radio et mon GPS. Je n'avais aucun moyen de déterminer exactement où je me trouvais ou comment revenir à un sentier principal. Le terrain m'était inconnu, malgré ma connaissance approfondie des limites du parc. J'observais des formations rocheuses et des motifs d'arbres que je n'avais jamais vus en 6 ans de travail dans ces montagnes. La végétation était également différente, avec des espèces de fougères et de mousses qui semblaient déplacées pour cette altitude et cette zone climatique. J'ai passé les 6 heures suivantes à me traîner à travers une forêt dense, suivant ce qui semblait être des sentiers animaux qui s'élargissaient parfois en quelque chose ressemblant à d'anciennes routes forestières. J'étais gravement déshydraté et de plus en plus désorienté quand j'ai finalement entendu des voix au loin. Un groupe de randonneurs d'un jour m'a trouvé en train de tituber le long d'un lit de ruisseau, à environ 3 km du camping de Cosby, vêtu de ce pull trop grand et d'un pantalon en toile qui n'était pas le mien non plus. Ils ont dit que j'avais l'air d'avoir vécu dans les bois pendant des semaines. Les paramédics qui m'ont soigné sur place ont documenté des blessures compatibles avec une exposition prolongée et un traumatisme physique. Ma température corporelle était dangereusement basse. J'étais déshydraté au point de stresser mes reins. Les plaies perforantes sur mes bras montraient des signes d'infection, et j'avais perdu près de 7 kg. Les analyses de sang ont révélé des traces d'un composé sédatif que les médecins n'ont pas pu identifier, une substance d'origine végétale absente de tout leur manuel de référence. La révélation la plus troublante est survenue lorsque j'ai été admis à l'hôpital. Selon les registres du service des parcs, j'avais été déclaré disparu le vendredi matin, lorsque je n'avais pas donné signe de vie comme prévu. Une opération de recherche massive impliquant plus de 40 personnes, des hélicoptères et des chiens pisteurs avait été menée pendant 6 jours. Ils avaient retrouvé mon véhicule abandonné au départ du sentier Elkmont et découvert mon campement exactement là où je l'avais laissé, mais avec une différence cruciale. Ma tente avait été pliée et rangée comme si j'avais levé le camp normalement. Ma nourriture n'était plus suspendue dans le sac anti-ours, mais correctement rangée dans mon sac à dos, posé à côté du foyer éteint. Les équipes de recherche avaient couvert chaque kilomètre carré dans un rayon de 32 km autour de ma dernière position connue. Elles avaient suivi chaque sentier, vérifié chaque abri et exploré chaque route possible que j'aurais pu emprunter. Personne n'avait trouvé la moindre trace de moi ou d'indice sur la direction que j'aurais pu prendre. Selon les rapports d'incidents, c'était comme si j'avais tout simplement cessé d'exister pendant 7 jours, avant de réapparaître 64 km plus loin, vêtu de vêtements qui n'étaient pas les miens, avec des blessures qui n'avaient aucun sens médical. Lors de mon débriefing avec les enquêteurs du parc, on m'a montré des photographies des objets laissés derrière moi à mon campement. Parmi mon équipement soigneusement rangé se trouvait un carnet que je n'avais jamais vu, relié en cuir, avec des pages couvertes d'une écriture qui n'était définitivement pas la mienne. Le texte semblait être une sorte de journal d'observation, avec des descriptions détaillées des schémas de randonnée, des conditions météorologiques et ce que l'auteur appelait des calendriers de récolte. La plupart des entrées dataient des 3 derniers mois, toutes centrées sur la même zone générale où les 3 randonneurs avaient disparu. Le carnet contenait des cartes grossières marquant des emplacements dans tout le parc, avec des symboles indiquant divers types d'abris ou de cachettes. Une page présentait un croquis détaillé du poste de chasse que j'avais découvert le premier jour, avec des mesures et des notes sur la capacité et l'utilisation saisonnière. Une autre page contenait une liste de noms, y compris David Chen et les 2 autres randonneurs disparus, avec des dates et de brèves descriptions de leurs caractéristiques physiques et de leur niveau d'expérience en randonnée. La dernière entrée du carnet datait de la veille de ma disparition. Elle contenait une description de mon schéma de recherche quotidien, de mon calendrier de vérification radio, et une prédiction étrangement précise de l'endroit où je camperais cette nuit-là. Au bas de la page, dans une écriture différente, quelqu'un avait écrit « Celui-ci en sait trop. Stockage à long terme nécessaire, utile pour les opérations futures ». Quand j'ai demandé à examiner le carnet de plus près, les enquêteurs m'ont dit qu'il avait été envoyé à des spécialistes du comportement du FBI et n'était plus disponible pour consultation. Ils ont classé mon cas comme une urgence médicale avec une probable blessure à la tête causant une amnésie, bien que je ne présentais aucun signe de lésion cérébrale traumatique et que mes fonctions cognitives étaient parfaitement normales. Le rapport officiel d'incident a listé ma disparition comme une opération de recherche et de sauvetage réussie, sans mentionner le carnet, les blessures inexpliquées, ni le fait que j'avais été retrouvé vêtu des vêtements de quelqu'un d'autre. Je suis retourné au travail après un mois de congé médical, mais j'ai été réaffecté à des tâches administratives et interdit de mener des opérations sur le terrain. Mon superviseur a dit que c'était temporaire, juste le temps que je me rétablisse complètement,
Mais je pouvais voir dans son expression qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois un jour autorisé à retourner dans l'arrière-pays. Les 3 randonneurs disparus n'ont jamais été retrouvés, et leurs cas ont finalement été classés comme des décès présumés dus à des accidents en milieu sauvage. J'ai commencé à faire des cauchemars quelques semaines après mon retour au travail. Toujours le même scénario. Je suis allongé sur un plancher en bois dans une obscurité totale, incapable de bouger, tandis que des voix au-dessus de moi discutent de logistique et de timing. Parfois, je peux sentir cette odeur de fumée de bois et cette puanteur organique du pull. Parfois, je peux sentir ces plaies perforantes être faites une à une, tandis que quelqu'un prend des notes. Je me réveille le cœur battant, avec la certitude absolue que ce qui m'est arrivé pendant ces 7 jours perdus arrive encore à d'autres personnes. 3 mois après mon incident, une autre randonneuse expérimentée a disparu de la même zone. Cette fois, il s'agissait d'une femme nommée Jennifer Walsh, une infirmière de 31 ans de Knoxville, qui randonnait seule depuis le week-end. Son campement a été retrouvé en parfait état, tout son équipement correctement rangé et sa tente pliée comme si elle avait levé le camp normalement. Les équipes de recherche n'ont trouvé aucune trace d'elle. Après 2 semaines, son cas a été classé de la même manière que les autres. J'ai soumis une demande officielle pour examiner tous les cas de personnes disparues dans le parc au cours des 5 dernières années. Ma demande a été refusée. On m'a dit que ces informations n'étaient pas pertinentes pour mes tâches actuelles et que mon obsession pour ces cas interférait avec ma capacité à accomplir mes missions assignées efficacement. 2 semaines plus tard, j'ai été placé en congé administratif en attendant une évaluation psychologique. Je partage cette histoire maintenant parce que je crois que quelqu'un chasse systématiquement des personnes dans ces montagnes et que le service des parcs soit ne veut pas reconnaître ce schéma, soit en est conscient et choisit de le couvrir. Ces 7 jours perdus me hantent chaque nuit. Non seulement parce que je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, mais parce que j'ai peur de m'en souvenir un jour. Et je suis absolument certain que, quel que soit l'endroit ou l'opération où j'ai été retenu, il est toujours là-bas, toujours actif, prenant des personnes qui ne seront jamais retrouvées. Je m'appelle Diana Kowalski. J'ai 34 ans et j'étais scientifique environnemental pour le département de la conservation de Pennsylvanie lorsque j'ai accepté de diriger ce qui devait être une expédition éducative de randonnée pour un groupe de jeunes à risque de Pittsburgh. Ce qui avait commencé comme un programme de thérapie par la nature de 3 jours s'est transformé en le pire cauchemar imaginable. Et 4 ans plus tard, je me réveille encore en hurlant à cause des choix que j'ai dû faire pour survivre. Appalachian Youth Group était une organisation à but non lucratif qui travaillait avec des adolescents ayant eu des démêlés avec la justice des mineurs. L'idée était de leur offrir une exposition à la nature, de leur enseigner des compétences en plein air et de les aider à gagner en confiance grâce à des défis contrôlés dans un cadre sauvage. J'avais déjà bénévolé avec le programme à 2 reprises, en dirigeant des randonnées d'une journée et en enseignant des leçons d'écologie de base. Quand ils m'ont demandé de diriger une randonnée de 3 jours en octobre, j'ai sauté sur l'occasion. Ces enfants méritaient de voir quelque chose de beau, de ressentir cette paix et cette clarté qui ne viennent qu'en étant profondément immergés dans les montagnes. Notre groupe se composait de 7 adolescents âgés de 15 à 17 ans, plus Marcus Thompson et moi-même, un conseiller de 28 ans qui travaillait avec le programme depuis 2 ans. Les enfants étaient typiques de la démographie servie par le programme. Des apparences dures cachant de profondes insécurités, la plupart issus de foyers brisés, portant tous plus de bagages émotionnels que n'importe quel adolescent ne devrait en supporter. Il y avait Jem Rodriguez, une fille de 16 ans arrêtée pour vol à l'étalage, mais qui était en réalité l'une des adolescentes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées. Devon Mitchell, 17 ans, utilisait l'humour pour masquer ses problèmes de colère, mais avait un vrai potentiel de leader. Sarah Kim, 15 ans, silencieuse et observatrice, avait été surprise en train de vandaliser des biens scolaires, mais exprimait en réalité son talent artistique au mauvais endroit. Les 4 autres étaient Brandon Walsh, 16 ans, dont les parents l'avaient mis à la porte pour sa consommation de drogue, mais qui essayait en réalité de se sevrer. Ashley Johnson, 17 ans, qui avait vécu dans 3 familles d'accueil différentes et avait des problèmes de confiance envers les figures d'autorité. Michael Torres, 15 ans, suspendu pour bagarre mais qui en réalité protégeait des enfants plus jeunes des brutes. Et enfin Tyler Brown, 16 ans, qui volait des voitures, mais était doué mécaniquement et pouvait réparer n'importe quoi doté d'un moteur. Malgré leurs divers problèmes juridiques, c'étaient de bons enfants à qui on n'avait jamais donné une vraie chance de réussir. Nous avons commencé notre randonnée un vendredi matin à la mi-octobre, depuis un départ de sentier dans la forêt nationale de Monongahela, prévoyant de suivre une section bien balisée de la piste des Appalaches sur environ 13 km avant d'installer notre camp de base dans une zone sauvage désignée. Les prévisions météorologiques annonçaient un ciel partiellement nuageux avec des températures dans les 15 à 20 degrés Celsius pendant la journée et autour de 4 degrés Celsius la nuit. Des conditions parfaites pour une randonnée avec sac à dos. Les enfants étaient excités, mais essayaient de ne pas le montrer,
faisant des blagues sur les émissions de survie et demandant s'ils devraient manger des insectes s'ils se perdaient. La première journée s'est déroulée exactement comme prévu. Nous avons couvert la distance prévue, les adolescents ont bien travaillé ensemble, s'entraidant avec les sacs lourds et les terrains difficiles, et nous avons installé notre camp dans une belle prairie entourée d'érables et de chênes aux couleurs automnales éclatantes. Marcus avait apporté sa guitare, et nous avons passé la soirée autour du feu de camp à partager des histoires et à enseigner aux enfants des compétences de base en survie, comme la lecture de cartes topographiques et l'identification de plantes comestibles. Tout le monde semblait passer un bon moment, et je me souviens avoir pensé que c'était exactement pour cela que des programmes comme celui-ci étaient si importants. L'orage a frappé le samedi matin sans avertissement. Le service météorologique avait prédit des averses éparses, mais ce qui est arrivé était une tempête automnale à part entière, avec une pluie horizontale, des rafales de vent dépassant 65 km/h et des températures qui ont chuté de 20 degrés Celsius en moins d'une heure. Notre campement, qui avait été parfaitement abrité la veille, est soudainement devenu complètement exposé aux éléments. Les tentes légères des enfants ont commencé à s'effondrer, et il est devenu évident que nous devions trouver un meilleur abri. Immédiatement, Marcus et moi avons décidé de quitter le sentier établi et de nous diriger vers une vallée que nous pouvions voir à environ 3 km à l'est, où le terrain semblait plus protégé et où nous pourrions attendre le pire de la tempête. C'était une décision raisonnable en fonction des informations dont nous disposions, mais c'était aussi le moment où tout a commencé à mal tourner. La vallée n'était marquée sur aucune de nos cartes topographiques, ce qui aurait dû être notre premier signe d'avertissement. Le terrain était plus rude qu'il n'y paraissait de loin, et la tempête rendait la navigation extrêmement difficile. Quand nous avons atteint le fond de la vallée, nous étions tous trempés, épuisés et en hypothermie naissante. Les adolescents étaient effrayés mais essayaient de rester courageux, faisant des blagues sur le fait d'être dans une émission de survie et demandant s'il y aurait des défis d'immunité. Nous avons trouvé ce qui semblait être une vieille cabane de chasse cachée dans les arbres, abandonnée mais suffisamment solide pour offrir un abri contre le vent et la pluie. Marcus et moi avons décidé d'y attendre la fin de la tempête avant de tenter de revenir sur le sentier principal. La cabane était plus grande qu'elle n'y paraissait de l'extérieur, avec 2 pièces et une cheminée en pierre qui tirait encore correctement. Il y avait de vieilles provisions éparpillées, des conserves rouillées, des sacs de couchage moisis et ce qui semblait être du matériel de chasse datant de décennies. Le plus troublant étaient les objets personnels que nous avons trouvés. Des bottes de randonnée de différentes tailles, des sacs à dos avec des étiquettes de noms de différentes décennies et des photographies de randonneurs souriants qui avaient été épinglées au mur comme des trophées. Marcus et moi avons échangé des regards inquiets, mais nous avons décidé de ne pas alarmer les enfants avant de comprendre exactement à quoi nous avions affaire. La tempête a duré 2 jours complets, bien plus longtemps que ce que le service météorologique avait prédit. Notre radio ne captait aucun signal dans la vallée, et nos téléphones portables n'avaient aucun réseau. Nous avons rationné notre nourriture avec soin et occupé les enfants avec des jeux et des leçons de survie. Mais je pouvais dire que Marcus devenait de plus en plus préoccupé par notre situation. Le deuxième soir, alors que les adolescents dormaient, il m'a montré ce qu'il avait trouvé dans la pièce arrière de la cabane. C'était un journal écrit de plusieurs écritures, couvrant ce qui semblait être plusieurs décennies. Les entrées décrivaient divers groupes de randonneurs qui avaient trouvé refuge dans la cabane au fil des ans, la plupart pendant des événements météorologiques sévères similaires à ce que nous vivions. Le ton était d'abord amical, avec des observations sur la météo et des descriptions des personnes qui cherchaient un abri. Mais à mesure que chaque journal progressait, les entrées devenaient plus sombres, décrivant comment les réserves de nourriture diminuaient, comment la météo empêchait de partir, et comment des décisions difficiles devaient être prises pour survivre. Les entrées les plus récentes dataient de 2003, décrivant une famille de 4 personnes qui s'étaient perdues pendant une tempête hivernale précoce. L'écriture devenait de plus en plus erratique à mesure que les entrées avançaient, documentant la mort des parents et les choix difficiles que les membres restants de la famille avaient dû faire pour survivre jusqu'au printemps. La dernière entrée, datée 6 mois plus tard, disait simplement « La vallée pourvoit à ceux qui comprennent ses règles. Les faibles nourrissent les forts. Tel est l'ordre naturel. » Marcus et moi avons passé le reste de cette nuit en conversation chuchotée, essayant de trouver un moyen de sortir du groupe de la vallée une fois la tempête passée. Mais quand le matin est arrivé, nous avons découvert que Devon Mitchell avait disparu de son sac de couchage. Nous avons fouillé la cabane de fond en comble et trouvé la porte arrière ouverte, menant à un sentier étroit qui serpentait plus profondément dans la vallée. La pluie avait cessé, mais les sentiers étaient boueux et dangereux. Contre mon meilleur jugement, nous avons décidé de suivre le sentier pour chercher Devon plutôt que de partir immédiatement. Le sentier menait à ce qui semblait être les restes d'une ancienne opération minière, avec plusieurs structures effondrées et du matériel rouillé éparpillé autour d'une grande clairière. Nous avons trouvé Devon au fond d'un ancien puits de mine, le cou brisé à cause de la chute. Les adolescents étaient traumatisés,
Et plusieurs d'entre eux voulaient savoir pourquoi la zone n'était pas marquée sur nos cartes, et pourquoi il n'y avait pas de barrière de sécurité autour de dangers aussi évidents. Marcus est descendu pour récupérer le corps de Devon, tandis que j'essayais de garder les 6 autres enfants calmes et concentrés sur la sortie de la vallée. Cet après-midi-là, alors que nous préparions notre départ, Sarah Kim a disparu. Un instant, elle aidait à ranger l'équipement, et l'instant d'après, elle avait disparu. Nous l'avons cherchée près du ruisseau, mais il n'y avait aucun signe de lutte ni d'indication de la direction qu'elle aurait pu prendre. Brandon Walsh s'est porté volontaire pour fouiller la zone autour des structures minières, tandis que le reste d'entre nous suivait le ruisseau en aval. Nous n'avons jamais retrouvé Brandon non plus. Au 4e jour, nos réserves de nourriture étaient presque épuisées, et je commençais à comprendre pourquoi les entrées du journal étaient devenues si sombres. La vallée semblait conçue pour piéger les gens, avec des parois abruptes de tous côtés et aucune route de sortie claire. Chaque sentier que nous suivions menait soit à des impasses, soit revenait à la cabane. Les adolescents commençaient à paniquer, et Marcus montrait des signes de stress sévères. Quand Ashley Johnson a disparu cette nuit-là, j'ai réalisé que quelque chose d'éliminait systématiquement les membres de notre groupe. Le lendemain matin, Marcus a suggéré que nous devions commencer à prendre des décisions difficiles concernant le rationnement de la nourriture et les priorités de survie. Il a dit que certains d'entre nous étaient plus forts et plus susceptibles de survivre que d'autres, et que nous devions être réalistes quant à notre situation. Quand j'ai vu le regard dans ses yeux, j'ai su qu'il avait lu plus de ce journal qu'il ne me l'avait dit. Cette nuit-là, je suis resté éveillé et je l'ai observé attentivement. Vers minuit, je l'ai vu glisser quelque chose dans la gourde de Tyler Brown. J'ai alors compris que le journal n'avait pas été écrit par des randonneurs perdus prenant des décisions désespérées de survie. Il avait été écrit par quelqu'un qui piégeait délibérément les gens dans la vallée et documentait leur élimination systématique. Marcus avait été choisi par celui qui contrôlait cet endroit, tout comme d'autres avant lui. La vallée ne nous piégeait pas par accident. Elle était utilisée comme une réserve de chasse où des prédateurs humains pouvaient tester leurs compétences contre des groupes de victimes qui ne pouvaient s'échapper. J'ai tué Marcus Thompson avec une pierre pendant qu'il dormait, lui écrasant le crâne pour l'empêcher de droguer d'autres adolescents. Jem Rodriguez et Michael Torres étaient les seuls enfants encore en vie à ce moment-là, et je leur ai dit que nous quittions la vallée ce matin-là, quoi qu'il en coûte. Nous avons suivi le ruisseau en amont jusqu'à trouver un passage sur la paroi de la vallée, raide mais praticable. Il nous a fallu 6 heures pour atteindre le sommet, mais nous y sommes parvenus. Le rapport officiel a classé l'incident comme un tragique accident de randonnée causé par des conditions météorologiques sévères et un terrain difficile. 5 adolescents et un conseiller adulte sont morts d'exposition et de chute dans une zone sauvage non cartographiée. J'ai été félicité pour avoir sauvé 2 vies dans des circonstances impossibles. La vallée n'a jamais été investiguée, et on m'a dit que le terrain était trop dangereux pour des opérations de récupération. J'ai quitté mon emploi auprès de l'État et déménagé en Oregon, où je travaille comme consultante environnementale indépendante. Mais je fais encore des cauchemars à propos de ce journal et de la réalisation qu'il existe des endroits dans nos zones sauvages où des monstres humains utilisent l'isolement pour chasser d'autres humains pour le sport. Et parfois, je me demande combien d'autres vallées comme celle-ci existent dans les sections reculées de la piste des Appalaches, attendant le prochain groupe de victimes cherchant un abri contre la tempête. Après 35 ans dans la police, je pensais avoir tout vu. J'ai déménagé dans les Blue Ridge de Virginie pour la paix et la tranquillité. Au lieu de cela, j'ai découvert quelque chose qui chasse les randonneurs depuis bien plus longtemps que quiconque ne le réalise. Je m'appelle Vincent Nakamura. J'ai 61 ans et je suis un ancien détective de police à la retraite de Sacramento, en Californie. Je suis venu dans la vallée de Shenandoah en 2018 pour profiter de ma retraite, peut-être faire de la randonnée et m'éloigner de la violence urbaine qui avait consumé la majeure partie de ma carrière. Ce que j'ai découvert dans ces montagnes a fait paraître mes pires affaires de meurtre comme des contraventions pour stationnement. J'ai acheté une petite cabane à environ 5 km à l'extérieur de Front-Royal, en Virginie, juste à la lisière du parc national de Shenandoah. La propriété était sur le marché depuis 2 ans car elle était considérée comme trop isolée pour la plupart des acheteurs, mais l'isolement était exactement ce que je recherchais. La cabane se trouvait sur 5 hectares de terrain boisé, avec un ruisseau traversant l'arrière de la propriété. La piste des Appalaches passait à moins de 800 mètres de ma clôture arrière, et j'entendais les randonneurs parler et rire en passant pendant la saison chargée. Pendant les 6 premiers mois, la retraite a été tout ce que j'avais espéré. Je passais mes matins à boire du café sur le porche, à écouter les oiseaux et à regarder des cerfs brouter dans ma cour. J'ai repris le travail du bois, j'ai recommencé à lire des livres et j'ai commencé à explorer le réseau de sentiers de randonnée qui sillonnait les Blue Ridge. La communauté locale était amicale mais respectait la vie privée, et je me sentais plus détendu que depuis des décennies. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu au début du printemps 2019,
lorsque j'ai commencé à remarquer des schémas dans les rapports de personnes disparues publiés dans le journal local. Le Front Royal Gazette publiait une section hebdomadaire de sécurité publique qui incluait des résumés des appels de police et des incidents du service des parcs, principalement des choses routinières comme des accrochages et des plaintes pour bruit. Mais au cours de 3 mois, j'ai compté 7 rapports distincts de randonneurs qui n'étaient pas revenus de voyages prévus sur la piste des Appalaches. 7 randonneurs disparus en 3 mois semblait être un nombre inhabituellement élevé pour une section relativement petite de sentiers, surtout puisque la plupart des disparitions impliquaient des randonneurs expérimentés familiers du terrain. En tant qu'ancien détective, je ne pouvais m'empêcher de remarquer des schémas que d'autres auraient pu manquer. Les 7 randonneurs voyageaient seuls. Tous les 7 avaient été déclarés disparus en semaine, lorsque le trafic sur le sentier était relativement léger, et tous les 7 avaient été vus pour la dernière fois dans une section d'environ 16 km de sentier qui traversait certaines des zones les plus reculées du parc. J'ai commencé à tenir mon propre dossier sur ces disparitions, découpant des articles de journaux et recueillant des informations supplémentaires grâce à des contacts que je conservais dans les forces de l'ordre. Ce que j'ai appris a fait hurler mes instincts. Le service des parcs avait mené des opérations de recherche approfondies pour chaque randonneur disparu, impliquant des hélicoptères, des chiens pisteurs et des dizaines de personnels formés. Malgré avoir couvert des milliers d'hectares et suivi chaque route possible, ils n'avaient trouvé aucune trace des personnes disparues. Aucun équipement abandonné, aucun vêtement, aucun reste humain. Ces randonneurs expérimentés s'étaient tout simplement évaporés, sans laisser la moindre preuve de ce qui leur était arrivé. La percée est survenue en mai 2019, lorsque je randonnais sur une section de la piste des Appalaches et que j'ai décidé d'explorer certains des sentiers secondaires qui bifurquaient vers des zones plus sauvages. À environ 6 km du sentier principal, j'ai découvert ce qui semblait être un camp de chasse niché dans une vallée étroite complètement cachée de tout sentier de randonnée établi. Le camp se composait de plusieurs structures permanentes construites en matériaux naturels, y compris une grande cabane, ce qui semblait être des bâtiments de stockage et une série de petites dépendances que je n'ai pas pu identifier immédiatement. La construction était de qualité professionnelle, avec des fondations solides, une étanchéité et ce qui semblait être un système d'énergie solaire partiellement dissimulé sous un filet de camouflage. Ce n'était pas un simple camp de chasse temporaire ou un abri de survie en milieu sauvage. Quelqu'un avait investi un temps, un argent et des efforts considérables pour créer une installation permanente en plein cœur d'une zone protégée où aucun développement n'aurait dû exister. J'ai observé le camp depuis une position dissimulée pendant plusieurs heures, utilisant des jumelles pour documenter la disposition et chercher des signes d'occupation actuelle. L'endroit semblait désert, mais quelque chose en lui me semblait mauvais d'une manière qui déclenchait chaque instinct que j'avais développé au cours de 3 décennies de travail policier. Les dépendances étaient positionnées selon un schéma défensif, avec des lignes de vue dégagées dans toutes les directions et plusieurs routes d'évasion à travers la forêt environnante. C'était le genre de configuration que l'on s'attendrait à trouver dans un complexe militaire ou une opération de drogue, pas dans un camp de chasse. Quand j'ai été convaincu que personne n'était dans les parages, je me suis approché pour enquêter. La cabane principale n'était pas verrouillée, et ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a glacé le sang. L'intérieur était aménagé comme un centre de commandement, avec des cartes topographiques couvrant un mur entier, marquées de punaises de couleur et de notes écrites d'une écriture serrée et précise. La carte montrait tout le corridor de la piste des Appalaches à travers la Virginie, avec des annotations détaillées sur les schémas de randonnée, le trafic saisonnier et ce qui semblait être des emplacements optimaux pour intercepter les randonneurs solitaires. Un mur contenait des dizaines de photographies, toutes montrant des randonneurs sur diverses sections du sentier. Les photos avaient été prises avec un téléobjectif depuis des positions dissimulées, et chacune était étiquetée avec une date, une heure et une description physique détaillée du sujet. Certaines photos montraient les mêmes randonneurs sur plusieurs jours, comme si quelqu'un avait suivi leur progression le long du sentier et documenté leurs mouvements. Beaucoup des visages sur les photographies correspondaient aux rapports de personnes disparues que j'avais recueillis dans les journaux locaux. La découverte la plus troublante était un journal détaillé qui documentait ce que l'auteur appelait des « opérations de récolte », remontant à plus de 15 ans. Les entrées étaient écrites de la même écriture précise que les annotations de la carte, et elles décrivaient un programme systématique de traque et de capture de randonneurs solitaires. Le journal contenait des profils détaillés des victimes, y compris leur expérience de randonnée, leurs conditions physiques, leur équipement et leur capacité estimée de survie. Chaque entrée se concluait par des notes cliniques sur les méthodes d'élimination et les leçons apprises pour les opérations futures. Selon le journal, l'auteur vivait dans ces montagnes depuis plus de 2 décennies, initialement comme survivaliste essayant de s'éloigner de la civilisation. Avec le temps, il avait développé ce qu'il appelait un « système de gestion naturelle » pour contrôler la population de randonneurs sur son territoire. Il se considérait comme le gardien de cette section particulière de nature sauvage, responsable du maintien de l'équilibre approprié entre l'intrusion humaine et l'ordre naturel.
Les randonneurs solitaires qui entraient dans son domaine sans permission étaient soumis à ce qu'il appelait l'application de la sélection naturelle. Les entrées du journal décrivaient avec des détails horrifiques comment les victimes étaient capturées en utilisant diverses méthodes, allant de simples pièges déguisés en danger naturel à des techniques plus sophistiquées impliquant des urgences mises en scène ou de faux marqueurs de sentiers qui menaient les gens dans des ravins sans issue. Une fois capturées, les victimes étaient détenues dans des installations souterraines qui avaient été construites sous le complexe principal, où elles étaient systématiquement étudiées avant d'être éliminées. L'auteur semblait particulièrement intéressé par le test des capacités de survie humaine dans des conditions contrôlées, documentant combien de temps les gens pouvaient survivre avec une nourriture, une eau et un abri limité. J'ai photographié chaque page du journal, chaque annotation de carte et chaque photographie sur les murs avant de quitter ce complexe aussi rapidement que possible. De retour dans ma cabane, j'ai passé le reste de la nuit à examiner les preuves et à essayer de comprendre ce que j'avais découvert. Ce n'était pas simplement un tueur en série opérant dans la nature. C'était quelqu'un qui avait transformé une section de la piste des Appalaches en sa réserve de chasse personnelle, où il avait systématiquement assassiné des randonneurs pendant plus de 15 ans sans que personne ne remarque le schéma. Le lendemain matin, je me suis rendu au quartier général de la police d'État de Virginie à Colonial Heights et j'ai demandé une réunion avec la division des détectives. J'ai apporté des copies de toutes les preuves que j'avais recueillies, ainsi que mon analyse du schéma des personnes disparues et les coordonnées de l'emplacement du complexe caché. Le détective qui m'a interrogé était professionnel mais sceptique, soulignant que j'étais un officier à la retraite d'un autre État, sans juridiction en Virginie, et que ce que je décrivais semblait sortir d'un film d'horreur. Cependant, quand je leur ai montré les photographies et les entrées du journal, leur attitude a complètement changé. En moins de 2 heures, je rencontrais une équipe conjointe comprenant des détectives de la police d'État, des agents du FBI et des enquêteurs du service des parcs. Ils savaient que le nombre de randonneurs disparus dans la région était statistiquement inhabituel, mais ils n'avaient pas relié les disparitions à un seul auteur opérant depuis une base permanente. Le raid sur le complexe a été mené 3 jours plus tard par une équipe tactique lourdement armée. Ils ont trouvé l'installation exactement comme je l'avais décrite, mais elle était complètement abandonnée. Toutes les cartes, photographies et journaux avaient été enlevés, ainsi que toute autre preuve de l'opération. Cependant, les installations souterraines décrites dans le journal étaient toujours là, creusées dans le substrat rocheux sous la cabane principale, avec des systèmes de ventilation et de drainage sophistiqués. Le complexe souterrain se composait de 6 chambres séparées, chacune d'environ 3 mètres sur 3,6 mètres, avec des portes en acier lourd et des systèmes de verrouillage électronique alimentés par le réseau solaire. Les chambres contenaient des preuves d'habitation humaine à long terme, y compris des lits de fortune, des installations sanitaires et ce qui semblait être du matériel d'observation. L'analyse médico-légale a révélé des preuves d'ADN d'au-12 individus différents, y compris plusieurs personnes correspondant à des rapports de personnes disparues des 5 dernières années. L'équipe d'enquête a également découvert un réseau de sentiers cachés et de postes d'observation sur une zone de 50 km², tous reliés par des câbles de communication enterrés et surveillés par des caméras dissimulées. L'ensemble du système avait été conçu pour traquer et intercepter les randonneurs sur une grande section du corridor de la piste des Appalaches, créant ce qui revenait à une réserve de chasse high-tech où les victimes pouvaient être sélectionnées et capturées sans que personne ne remarque leur disparition avant qu'il ne soit trop tard. Malgré les preuves étendues et la récupération de restes humains à plusieurs endroits autour du complexe, la personne responsable de ces crimes n'a jamais été retrouvée. L'équipe d'enquête croyait qu'il avait surveillé les communications des forces de l'ordre et avait abandonné son opération avant que le raid ne puisse être mené. Il soupçonnait également qu'il disposait d'installations de secours dans d'autres endroits reculés, peut-être dans différents États où il pourrait continuer ses activités. Le complexe a été démantelé et les chambres souterraines ont été scellées, mais l'affaire reste officiellement ouverte. L'équipe spéciale du FBI continue de surveiller les rapports de personnes disparues le long de l'ensemble du corridor de la piste des Appalaches, à la recherche de schémas qui pourraient indiquer que l'auteur a repris ses opérations ailleurs. Ils ont également mis en place de nouveaux protocoles de sécurité pour les randonneurs, y compris des procédures de contrôle obligatoires pour toute personne prévoyant de randonner seule dans des zones sauvages reculées. Je vis toujours dans ma cabane près de Front-Royal, mais je ne randonne plus seul et je tiens des registres détaillés de toute activité suspecte dans la région. Parfois, la nuit, quand le vent souffle à travers les arbres et que j'entends des randonneurs parler sur le sentier lointain, je me demande s'il est toujours là-bas, quelque part, observant et attendant le bon moment pour reprendre ses opérations de récolte. La piste des Appalaches s'étend sur plus de 3200 km à travers certaines des zones sauvages les plus reculées d'Amérique. Et il y a des milliers d'endroits où quelqu'un pourrait construire un autre complexe sans jamais être détecté. Ce qui me terrifie le plus, c'est la réalisation que cet individu a opéré avec succès pendant plus de 15 ans sans que personne ne remarque le schéma. Combien d'autres prédateurs pourraient utiliser nos zones sauvages comme terrain de chasse, profitant de l'isolement et de l'hypothèse que les personnes qui disparaissent dans les montagnes sont simplement victimes de dangers naturels?
Les montagnes regorgent de secrets, et certains sont plus dangereux que n'importe quel animal sauvage. J'ai créé mon compte Instagram pour documenter les plus beaux endroits d'Amérique. La piste des Appalaches devait être le contenu de ma série d'aventures. Je n'ai jamais posté ce que j'ai trouvé au-dessus de la ligne de brouillard, et je ne le ferai jamais. Je m'appelle Keisha Washington. J'ai 26 ans et j'étais une blogueuse voyageuse d'Atlanta, en Géorgie, avec plus de 100 000 abonnés qui me faisaient confiance pour leur montrer les destinations en plein air les plus incroyables du pays. Ce qui m'est arrivé dans la section du Tennessee de la piste des Appalaches en septembre dernier m'a convaincu qu'il existe des endroits dans nos zones sauvages où les règles normales de la réalité ne s'appliquent tout simplement pas. J'avais construit ma marque en tant qu'influenceuse voyage aventureuse pendant 3 ans, me concentrant sur le contenu de randonnée et de camping en solo féminin qui encourageait d'autres femmes à sortir. Mes abonnés adorent la combinaison de photographies époustouflantes, de conseils pratiques de randonnée et de discussions honnêtes sur les défis de l'exploration de lieux reculés en tant que femme voyageant seule. La piste des Appalaches était sur mon calendrier de contenu depuis des mois, et j'avais prévu un voyage de randonnée en solo d'1 semaine dans les Great Smoky Mountains pour créer du matériel pour une série de publications sur la conquête des peurs et le dépassement des limites personnelles. Mon plan était de commencer à Newfound Gap et de randonner vers le nord sur environ 64 km en 5 jours, documentant les changements de couleurs automnales et partageant des mises à jour quotidiennes sur les défis et les récompenses de la randonnée sur longue distance. J'avais investi massivement dans du matériel photographique professionnel, y compris un drone pour des prises de vue aériennes, et je transportais suffisamment de batteries et de cartes mémoire pour documenter chaque aspect de l'expérience. Cela devait être la série de contenus qui ferait passer mon nombre d'abonnés à plus de 150 000 et attirerait le genre de contrat de sponsoring qui me permettrait de faire du blog voyage mon métier à temps plein. Les 2 premiers jours se sont déroulés exactement comme prévu. La météo était parfaite, avec un ciel dégagé et des températures dans les 20 degrés Celsius pendant la journée et autour de 4 degrés Celsius la nuit. Le feuillage automnal était à son apogée, offrant le genre de paysage dramatique qui performait bien sur les réseaux sociaux. Je parcourais environ 19 km par jour, ce qui me laissait beaucoup de temps pour installer des prises de vue, rédiger des légendes et télécharger du contenu pendant les heures du soir où j'avais du réseau dans les zones en altitude. Mes abonnés adoraient la série. Chaque publication recevait des milliers de likes et des centaines de commentaires de personnes, disant que les photos les inspiraient à planifier leurs propres aventures de randonnée. Plusieurs entreprises d'équipement de plein air m'avaient contacté pour des partenariats potentiels, et je planifiais déjà des voyages de suivi dans d'autres sections du sentier. Tout se passait parfaitement jusqu'au matin du 3e jour, lorsque j'ai rencontré quelque chose qui a complètement changé ma compréhension de ce qui était possible dans ces montagnes. J'avais campé la nuit précédente dans un site de camping en arrière-pays désigné près de Klingmandome, et j'avais commencé à randonner avant le lever du soleil pour capturer des prises de vue dramatiques de la lumière de l'aube filtrant à travers la canopée de la forêt. Le sentier était clairement marqué et bien entretenu, suivant une ligne de crête qui offrait des vues spectaculaires sur les vallées environnantes. Environ 2 heures après le début de ma randonnée, alors que la brume matinale commençait à se dissoudre, j'ai remarqué que j'approchais de ce qui semblait être un mur solide de brouillard s'étendant sur tout le flanc de la montagne. La ligne de brouillard était parfaitement horizontale, comme si quelqu'un avait tracé une ligne à travers le paysage à exactement 1370 mètres d'altitude. En dessous de la ligne, le matin était clair et lumineux, avec une visibilité illimitée dans toutes les directions. Au-dessus de la ligne, le brouillard était si épais que je pouvais à peine voir à 3 mètres devant moi. J'avais déjà rencontré du brouillard de montagne auparavant, mais rien de tel. La frontière entre l'air clair et l'obscurité totale était si nette et définie qu'elle semblait artificielle. J'ai décidé de randonner dans le brouillard pour obtenir des prises de vue atmosphériques pour ma série de contenus. Le brouillard peut créer des conditions photographiques incroyablement dramatiques, et j'ai pensé que mes abonnés adoreraient voir le contraste entre les vues claires en dessous et les conditions mystérieuses au-dessus. J'ai passé mon appareil photo en mise au point manuel et j'ai commencé à documenter mon ascension dans ce que je supposais être simplement un phénomène météorologique inhabituel. Le moment où j'ai traversé la ligne de brouillard, tout a changé. La température a chuté d'au moins 10 degrés Celsius instantanément, et l'air est devenu épais et humide d'une manière qui rendait la respiration difficile. Plus troublant encore, le brouillard semblait étouffer les sons de manière anormale. Je ne pouvais plus entendre les oiseaux chanter, les insectes bourdonner, ni même le son de mes propres pas sur le sentier. Le silence était si complet que je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque et le son du sang circulant dans mes oreilles. Mon unité GPS a immédiatement perdu le signal, ce qui était inhabituel car j'étais toujours sur une ligne de crête élevée avec un ciel clair au-dessus de la couche de brouillard. Mon téléphone n'avait plus de réseau, alors que j'avais un signal fort quelques minutes plus tôt. Le plus troublant de tout, ma boussole a commencé à tourner follement, incapable de trouver le nord magnétique.
J'avais randonné pendant des années et je n'avais jamais rencontré de conditions capables d'affecter simultanément plusieurs instruments de navigation. J'ai décidé de continuer à randonner pendant quelques minutes pour voir si les conditions s'amélioraient, mais au lieu de cela, elles sont devenues de plus en plus étranges. Le sentier, qui avait été clairement marqué et bien entretenu en dessous de la ligne de brouillard, a commencé à devenir envahi par la végétation et difficile à suivre. Les marques blanches qui indiquaient la piste des Appalaches semblaient s'estomper et disparaître, remplacées par des marques de couleurs différentes que je ne reconnaissais pas. Certaines étaient peintes en rouge passé, d'autres en bleu ou en jaune, et elles ne semblaient suivre aucun schéma logique ou direction. Après environ 20 minutes de randonnée dans ces conditions, j'ai rencontré un autre randonneur venant de la direction opposée. Cela aurait dû être rassurant, mais au lieu de cela, c'était profondément troublant. Le randonneur était un homme âgé portant un équipement qui semblait dater des années 1970, y compris un sac à dos en toile lourde et des bottes de randonnée en cuir qui étaient passées de mode depuis des décennies. Ses vêtements étaient propres et en bon état, mais les styles étaient complètement inadaptés à l'équipement de randonnée moderne. Quand j'ai lancé un salut, il s'est arrêté et m'a fixé avec une expression confuse, comme s'il n'avait jamais vu quelqu'un habillé comme moi auparavant. Il m'a demandé quelle année nous étions, ce que j'ai pris pour une étrange blague jusqu'à ce que je réalise qu'il était parfaitement sérieux. Quand je lui ai dit que nous étions en 2023, il est devenu visiblement bouleversé et a dit que c'était impossible parce qu'il n'avait randonné que depuis 2 jours après avoir laissé sa voiture au départ du sentier en 1978. Il a insisté sur le fait que nous étions toujours en octobre 1978 et que je me trompais sur la date actuelle. Quand j'ai essayé de lui montrer mon téléphone comme preuve de la date actuelle, il a agi comme s'il n'avait jamais vu de smartphone auparavant. Il l'a examiné soigneusement, le retournant dans ses mains et me demandant comment l'écran pouvait afficher des images mobiles sans être connecté à une télévision. Quand j'ai essayé d'expliquer la technologie numérique, il m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. La conversation est devenue de plus en plus surréaliste jusqu'à ce qu'il dise enfin qu'il devait continuer à randonner pour rejoindre son partenaire de randonnée, qu'il attendait à un abri qu'il aurait dû atteindre depuis des heures. Après qu'il ait disparu de nouveau dans le brouillard, j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. Soit j'avais rencontré quelqu'un avec de graves problèmes de santé mentale, vivant une sorte de fantasme élaboré, soit quelque chose n'allait vraiment pas avec les conditions au-dessus de la ligne de brouillard. J'ai décidé de faire demi-tour et de revenir dans la zone claire en dessous. Mais quand j'ai essayé de retracer mes pas, je n'ai pas pu trouver le sentier que j'avais utilisé pour monter dans le brouillard. J'ai passé les heures suivantes à errer dans le brouillard, essayant de trouver un moyen de redescendre dans la zone claire en dessous. Chaque direction que j'ai essayée semblait me mener plus profondément dans les montagnes, et les sentiers que je suivais continuaient à se ramifier et à changer de manière illogique. J'ai rencontré 2 autres randonneurs pendant ce temps, tous 2 prétendant venir de décennies différentes, et tous 2 semblaient sincèrement confus quant à la date actuelle et à la technologie moderne. L'un était une jeune femme qui insistait sur le fait que nous étions en 1985 et qui portait un équipement de randonnée néon brillant qui semblait tout droit sorti du magasin. Elle portait un Walkman et ne cessait de me demander pourquoi mon lecteur de musique n'avait pas de lecteur de cassette. L'autre était un homme d'âge moyen qui affirmait que nous étions en 1992 et qui est devenu extrêmement agité quand je n'ai pas pu expliquer pourquoi je ne reconnaissais pas les noms de marque sur son équipement, tous apparemment discontinués depuis des décennies. Le plus troublant dans ces rencontres était que les 3 randonneurs semblaient vivre le temps normalement de leur propre perspective. Ils prétendaient n'avoir randonné que depuis quelques heures ou jours, et ne montraient aucun signe d'avoir été perdus dans la nature pendant des décennies. Leur équipement était propre, leurs réserves de nourriture étaient fraîches, et ils semblaient en bonne condition physique. C'était comme si le temps s'écoulait différemment pour chaque personne au-dessus de la ligne de brouillard, chacun étant piégé dans sa propre bulle temporelle tout en partageant le même espace physique. En fin d'après-midi, je commençais à m'inquiéter sérieusement de ma capacité à retrouver le sentier principal. Mon équipement photo vidait les batteries à un rythme anormal, et plusieurs de mes appareils électroniques avaient complètement cessé de fonctionner. Le brouillard ne montrait aucun signe de levée, et je commençais à me demander si je pourrais trouver mon chemin avant la nuit. C'est alors que j'ai rencontré quelque chose qui m'a convaincu que je devais sortir de cette zone par tous les moyens nécessaires. Je suivais ce qui semblait être un marqueur de sentier quand je suis tombé sur une petite clairière où des dizaines de sacs à dos et de pièces d'équipement de randonnée étaient disposés en rangées nettes, comme si quelqu'un les avait collectionnés depuis des années. L'équipement couvrait plusieurs décennies, allant de matériel ultra-léger moderne à des sacs en toile lourde qui semblaient appartenir à un musée. Beaucoup des sacs contenaient encore des objets personnels, des permis de conduire avec des photos de randonneurs souriants, des journaux avec des entrées décrivant des aventures sur la piste des Appalaches, et des photographies de familles qui se demandaient probablement encore ce qui était arrivé à leurs proches disparus. Au centre de la clairière se trouvait un carnet similaire à un registre de sentier où les randonneurs signent traditionnellement pour enregistrer leur passage. Les entrées dans ce carnet remontaient à 1962, avec des milliers de signatures de personnes qui avaient apparemment trouvé cette clairière au cours des 60 dernières années.
Les entrées étaient écrites dans des dizaines d'écritures différentes, mais elles décrivaient toute la même expérience. Se perdre dans le brouillard au-dessus d'une certaine altitude, rencontrer d'autres randonneurs de périodes différentes, et être incapable de retrouver le sentier principal. La dernière entrée datait de 3 jours plus tôt, écrite par quelqu'un qui prétendait errer dans le brouillard depuis ce qui lui semblait des semaines, mais qui insistait sur le fait que sa montre indiquait qu'il n'avait randonné que depuis quelques heures. Il avait écrit qu'il avait rencontré des randonneurs de chaque décennie depuis les années 1960, tous piégés dans la même zone et vivant le temps différemment. La dernière ligne de son entrée disait « Je pense que cet endroit collecte les gens. Je pense qu'il collecte les gens depuis très longtemps. » J'ai couru hors de cette clairière aussi vite que j'ai pu, me frayant un chemin à travers les buissons et ignorant les marqueurs de sentier, poussé par une panique pure et le besoin désespéré de revenir à la réalité normale. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru ni dans quelle direction je suis allé, mais finalement, j'ai percé la ligne de brouillard et me suis retrouvé de nouveau dans la zone claire en dessous. Quand j'ai vérifié mon téléphone, j'ai découvert que j'avais été au-dessus de la ligne de brouillard depuis moins de 3 heures, même si cela m'avait semblé une journée entière. J'ai randonné directement jusqu'au départ de sentier le plus proche et suis rentré directement chez moi à Atlanta, abandonnant ma série de contenus prévus et ne postant jamais aucune des images que j'avais capturées au-dessus de la ligne de brouillard. Quand j'ai revu les photos et vidéos plus tard, la plupart des fichiers étaient corrompus au-delà de toute récupération, ne montrant que des images statiques ou déformées qui n'avaient aucun sens. Les quelques images claires que j'avais réussi à capturer montraient des paysages et des marqueurs de sentiers qui n'apparaissent sur aucune carte officielle de la piste des Appalaches. Je ne suis jamais retourné dans cette section du sentier, et je n'ai jamais raconté à personne l'histoire complète de ce qui s'est passé au-dessus de la ligne de brouillard. Mais parfois, je recherche en ligne des rapports de personnes disparues sur la piste des Appalaches, et je reconnais des visages sur des permis de conduire que j'ai vus dans cette clairière. Des personnes qui ont disparu il y a des décennies et dont les familles supposent probablement qu'elles sont mortes d'exposition ou de chute, mais qui pourraient encore errer au-dessus de la ligne de brouillard, piégées dans leur propre boucle temporelle, se demandant pourquoi elles ne peuvent pas trouver le chemin du retour. Il existe des endroits dans nos zones sauvages où les règles normales de la physique et du temps ne semblent pas s'appliquer, et la piste des Appalaches traverse certains de ces endroits. Si vous rencontrez un jour une ligne de brouillard parfaitement horizontale qui semble couper tout un flanc de montagne, ne la traversez pas. Certaines frontières ne sont pas faites pour être explorées, et certains mystères sont trop dangereux à résoudre. Les cendres fraîches dans la cheminée et la légère odeur de fumée de bois indiquaient qu'un feu avait brûlé dans les heures précédentes. J'ai appelé pour annoncer ma présence, mais je n'ai reçu aucune réponse, à part l'écho de ma propre voix sur les murs de pierre. Supposant que l'occupant était sorti vérifier ses pièges ou ramasser du bois, j'ai installé mon équipement de l'autre côté de l'abri et commencé à préparer mon matériel de test. J'ai allumé un petit feu en utilisant une partie du bois disponible, pensant que je pourrais le remplacer ou compenser le propriétaire à son retour. L'abri s'est réchauffé rapidement, et j'ai passé la soirée à documenter les performances de mon équipement dans cet environnement contrôlé. Le nouveau sac de couchage maintenait efficacement la température corporelle, et les composants de l'abri d'urgence fonctionnaient exactement comme prévu. J'étais satisfait des résultats des tests et me réjouissais de terminer l'évaluation au cours des 2 prochains jours. Vers minuit, j'ai été réveillé par le bruit de pas lourds crissant dans la neige à l'extérieur. J'ai attrapé ma lampe frontale et ouvert prudemment la porte, dirigeant le faisceau lumineux dans la tempête. Une silhouette est apparue dans la neige tourbillonnante. Un homme de taille moyenne, vêtu de plusieurs couches de vêtements en laine, portant ce qui semblait être plusieurs lapins morts en bandoulière. Son visage était en grande partie caché par une barbe épaisse et un bonnet en laine tiré bas sur ses yeux. Il s'est présenté simplement comme Ellie et a expliqué que cet abri était sa maison depuis les 3 derniers hivers. Il était poli mais méfiant, laissant clairement entendre qu'il n'avait pas l'habitude de partager son espace avec des étrangers. Cependant, il a reconnu que la tempête était trop dangereuse pour que quiconque voyage, et a accepté de me laisser passer la nuit, à condition que je respecte ses limites territoriales et que je n'interfère pas avec ses routines de survie. Ellie était clairement un bûcheron expérimenté qui vivait de la terre depuis une période prolongée. Il a dépouillé et préparé les lapins avec une efficacité pratique, utilisant des outils qu'il avait manifestement fabriqués lui-même. Il a partagé une partie de la viande avec moi, cuite sur le feu d'une manière qui montrait qu'il avait perfectionné cette technique par nécessité plutôt que par loisir. Sa connaissance des montagnes était vaste, et il semblait connaître chaque sentier, ruisseau et point de repère dans un rayon de 32 km. Au fur et à mesure que la nuit avançait, notre conversation a révélé qu'Ellie surveillait la zone à la recherche de signes d'autres personnes et possédait des connaissances détaillées sur les schémas de randonnée le long des sentiers isolés. Il a mentionné plusieurs randonneurs qui étaient passés dans la région au cours des derniers mois, décrivant leur équipement, leur niveau d'expérience apparent et leurs itinéraires prévus avec une précision troublante. Quand je lui ai demandé comment il avait recueilli des informations aussi détaillées,
Il a expliqué qu'il entretenait un réseau de postes d'observation dans tout son territoire et qu'il faisait de la surveillance des personnes traversant son domaine une priorité. Le lendemain matin, j'ai découvert que certains de mes affaires avaient été déplacés pendant la nuit. Mes bouteilles d'eau avaient été partiellement vidées et mon couteau de secours avait disparu de mon sac. Quand j'ai confronté Eli à ce sujet, il a admis avoir pris le couteau, mais a prétendu que c'était une précaution nécessaire. Il a dit qu'il avait appris à se méfier de quiconque portait des armes sur son territoire, car les étrangers armés signifiaient généralement des ennuis pour quelqu'un vivant comme lui. La tempête a continué le deuxième jour sans signe d'accalmie. Eli est devenu de plus en plus agité à mesure que les heures passaient, vérifiant fréquemment la porte et les fenêtres comme s'il s'attendait à ce que quelque chose de dangereux apparaisse. Il m'a dit que les conditions météorologiques sévères poussaient souvent les gens désespérés à faire des choses désespérées, et que les abris isolés comme celui-ci attiraient des individus fuyant la police ou d'autres situations dangereuses. Cet après-midi-là, alors qu'Eli était dehors pour vérifier ses pièges, j'ai remarqué des objets supplémentaires dans l'abri que je n'avais pas vus auparavant. Plusieurs sacs à dos de différentes tailles et styles étaient cachés derrière l'un des bancs en pierre, ainsi que des bottes de randonnée, des bouteilles d'eau et d'autres objets personnels qui appartenaient clairement à différentes personnes. En examinant les objets de plus près, j'ai trouvé des cartes d'identité et des portefeuilles appartenant à au moins 4 randonneurs différents, tous avec des dates récentes. Quand Eli est revenu, je l'ai confronté au sujet des objets que j'avais trouvés. Son attitude a complètement changé, devenant hostile et défensive. Il a prétendu que les objets appartenaient à des randonneurs qui avaient séjourné dans l'abri au cours des dernières années et qui avaient laissé des choses derrière eux en partant. Cependant, son explication ne rendait pas compte des objets d'identification personnelle et des articles de valeur qu'aucun randonneur n'abandonnerait volontairement. Ce soir-là, le comportement d'Eli est devenu de plus en plus erratique. Il a bloqué la porte quand j'ai tenté de sortir, prétendant que quelque chose rôdait dans les parages et qu'il était trop dangereux pour quiconque de quitter l'abri. Il a insisté sur le fait que plusieurs randonneurs avaient disparu de cette zone au cours des 2 dernières années et que leurs corps n'avaient jamais été retrouvés. Quand j'ai fait remarquer qu'il semblait en savoir beaucoup sur ces disparitions, il est devenu agressif et m'a accusé d'être un officier de police infiltré. Le 3e matin, alors que la tempête commençait enfin à s'apaiser, j'ai décidé qu'il était temps de partir, malgré les objections d'Eli. J'ai rapidement fait mes bagages et me suis dirigé vers la porte, mais j'ai découvert qu'elle ne s'ouvrait pas. Eli se tenait en garde avec mon couteau volé à la main et il m'a fait clairement comprendre qu'il n'avait aucune intention de me laisser partir. Il a prétendu que quiconque connaissait son abri et ses activités représentait une menace pour sa survie et qu'il ne pouvait pas me permettre de signaler sa présence aux autorités. J'ai alors compris que les objets que j'avais trouvés appartenaient à des randonneurs qui n'avaient jamais quitté cet abri vivant. Eli utilisait l'abri du CCC comme base pour chasser des proies humaines, profitant des conditions météorologiques sévères pour piéger des victimes qui n'avaient d'autre choix que de chercher refuge. Les pièges à lapins autour du périmètre étaient probablement complétés par des dispositifs plus sophistiqués conçus pour capturer ou neutraliser des personnes. L'affrontement qui a suivi a été bref mais violent. Eli était expérimenté en survie en milieu sauvage, mais pas en combat rapproché. J'ai réussi à le désarmer et à récupérer le couteau, mais quand j'ai essayé d'ouvrir la porte, j'ai découvert qu'elle avait été verrouillée de l'extérieur par un dispositif mécanique. Nous étions tous les deux piégés à l'intérieur de l'abri, et quelqu'un d'autre contrôlait notre situation. À travers la petite fenêtre, j'ai pu voir une silhouette se déplacer entre les arbres à environ 45 mètres de distance. La personne portait des vêtements d'hiver modernes et semblait observer l'abri à travers des jumelles. Quand elle a réalisé que je l'avais vue, elle a disparu dans la forêt, mais j'ai aperçu ce qui semblait être une radio ou un appareil de communication dans sa main. J'ai passé le reste de cette journée à essayer de forcer la porte et à envoyer des signaux de détresse en utilisant ma balise d'urgence. Mon téléphone portable n'avait pas de réseau, mais j'ai pu envoyer un signal de détresse GPS qui incluait mes coordonnées exactes et un message indiquant que j'étais retenu contre mon gré. J'ai également utilisé la cheminée pour créer des signaux de fumée, espérant que quelqu'un remarquerait cette activité inhabituelle et viendrait enquêter. Eli est devenu de plus en plus paniqué en réalisant que son opération avait été compromise. Il a admis qu'il ne travaillait pas seul et qu'il y avait d'autres personnes impliquées dans ce qu'il appelait des « activités de gestion de la nature sauvage ». Selon lui, il existait un réseau d'individus utilisant des abris et des cabanes isolées dans les montagnes des Appalaches pour intercepter et éliminer des randonneurs représentant des risques pour la sécurité ou ayant simplement le malheur de croiser leurs opérations. Tard dans la soirée, j'ai entendu des véhicules approcher à travers la neige. Une équipe de recherche et de sauvetage avait répondu à ma balise de détresse et avait suivi mes coordonnées GPS jusqu'à l'abri. Ils ont trouvé le mécanisme de verrouillage externe et m'ont libéré de ce qui était essentiellement devenu une prison. Eli avait disparu par une sortie dissimulée dans le mur arrière de l'abri, s'échappant probablement par un système de tunnels relié à d'autres emplacements de la région. L'enquête qui a suivi a révélé que l'abri du CCC avait été modifié de manière extensive au fil des ans,
avec des compartiments cachés, des routes d'évasion et des zones de stockage qui ne faisaient pas partie de la construction originale. Les autorités ont trouvé des preuves que plusieurs personnes avaient été retenues dans l'abri contre leur gré, y compris des objets personnels appartenant à au moins 8 randonneurs différents qui avaient été déclarés disparus au cours des 3 dernières années. L'affaire reste sous enquête par une équipe spéciale composée de la police d'État, du FBI et des forces de l'ordre du service des parcs. Ils pensent qu'il existe un réseau organisé opérant dans les zones reculées de la piste des Appalaches, utilisant des abris et des cabanes isolées pour s'en prendre aux randonneurs solitaires et aux petits groupes qui ne seraient pas manqués pendant des jours ou des semaines. Le réseau semble être actif depuis plusieurs années et pourrait être responsable de dizaines de disparitions précédemment attribuées à des causes naturelles ou à des accidents. Je suis retourné à mon travail de testeur d'équipement de survie, mais je ne travaille plus jamais seul dans des zones reculées, et j'évite tout endroit qui n'a pas de communication fiable avec le monde extérieur. Cette expérience m'a appris que les plus grands dangers dans les zones sauvages ne sont pas toujours des risques naturels comme la météo, le terrain ou les animaux sauvages. Parfois, les prédateurs les plus dangereux sont ceux qui ont appris à utiliser nos zones sauvages comme terrain de chasse où ils peuvent opérer sans interférence de la police ou de témoins. La piste des Appalaches traverse des milliers de kilomètres carrés de nature sauvage reculée où une personne peut disparaître sans laisser de traces. Si vous prévoyez de randonner seul dans des zones isolées, assurez-vous que quelqu'un sache exactement où vous serez et quand vous prévoyez de revenir. Et si vous tombez sur des abris abandonnés ou des structures montrant des signes de modification récente ou d'activité inhabituelle, n'enquêtez pas seul. Certains mystères dans la nature sauvage sont trop dangereux à résoudre sans soutien. Je suis venu dans les Appalaches pour étudier comment le son se propage dans les vallées montagneuses. Ma bourse était destinée à la recherche sur les acoustiques naturelles. Au lieu de cela, j'ai découvert que certains sons dans ces montagnes ne sont pas naturels du tout. Je m'appelle Dr Amara Okafor. J'ai 38 ans et je suis chercheuse en acoustique, spécialisée dans les paysages sonores environnementaux à l'Université du Texas à Austin. J'ai reçu une bourse de la National Science Foundation pour mener une étude approfondie des phénomènes acoustiques en terrain montagneux, en me concentrant spécifiquement sur la manière dont la topographie complexe affecte la transmission du son et crée des environnements audio uniques. L'endroit que j'ai choisi pour ma recherche était une vallée reculée dans les montagnes Allegheny de Pennsylvanie, à environ 24 km du sentier balisé le plus proche. La vallée était parfaite pour mon étude car elle était entièrement entourée de crêtes abruptes qui créaient des conditions naturelles d'amphithéâtre, me permettant de documenter comment les ondes sonores rebondissaient entre différentes altitudes et comment diverses caractéristiques géologiques influençaient les propriétés acoustiques. J'ai établi une station de recherche sur le terrain au fond de la vallée, équipée d'un matériel d'enregistrement sensible, de systèmes d'analyse informatique et d'un réseau de microphones à distance positionnés dans toute la zone. Pendant les 4 premiers mois, ma recherche a progressé exactement comme prévu. J'ai documenté le paysage sonore naturel de la vallée à travers différentes saisons, enregistrant tout, des chants d'oiseaux à l'aube au son subtil des animaux nocturnes se déplaçant dans les sous-bois. J'ai mené des expériences contrôlées en utilisant des haut-parleurs calibrés placés à différentes altitudes, mesurant comment l'intensité sonore diminuait avec la distance et comment différentes fréquences étaient absorbées ou réfléchies par le terrain environnant. Les données que je recueillais étaient exactement ce dont j'avais besoin pour compléter ma thèse de doctorat et potentiellement obtenir un financement supplémentaire pour la recherche. La première anomalie est apparue fin octobre, enfouie dans une session d'enregistrement nocturne de routine. En examinant les fichiers audio de la nuit précédente, j'ai détecté un bourdonnement de basse fréquence qui a duré environ 47 minutes, commençant peu après minuit et se terminant brusquement à minuit 47. La fréquence était constante à 28 Hz, bien en dessous de la plage de la plupart des sons environnementaux naturels, et elle semblait émaner de plusieurs endroits simultanément plutôt que d'avoir une source ponctuelle. Initialement, j'ai supposé que le son était une forme de bruit mécanique, peut-être provenant d'un équipement minier ou d'une activité industrielle dans une vallée voisine. Cependant, lorsque j'ai consulté des cartes topographiques et contacté les autorités locales, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune opération minière active dans un rayon de 80 km de mon site de recherche, et aucune installation industrielle qui aurait pu générer le type de bruit de basse fréquence soutenu que j'avais enregistré. Au cours des semaines suivantes, les enregistrements anormaux sont devenus plus fréquents et plus complexes. En plus du bourdonnement de basse fréquence, j'ai commencé à capter ce qui semblait être des schémas de tapotement rythmique, des interférences électroniques ressemblant à des signaux de communication numérique, et, plus troublant encore, ce qui semblait être des voix humaines parlant en fragments de différentes langues. Les voix étaient toujours lointaines et déformées, comme si elles étaient transmises à travers plusieurs couches de traitement électronique, mais elles articulaient clairement des mots et des phrases en anglais, espagnol, allemand, et ce qui semblait être du russe ou des langues d'Europe de l'Est. Le schéma qui a émergé était profondément troublant. Les sons anormaux ne se produisaient qu'entre minuit et 3 heures du matin,
toujours lorsque les conditions atmosphériques étaient les plus stables et que le bruit ambiant naturel était à son plus bas. Les voix semblaient engagées dans une forme de communication, avec différents locuteurs se répondant les uns aux autres à travers des délais qui suggéraient qu'ils transmettaient depuis divers endroits dans la vallée et peut-être au-delà. J'ai élargi mon réseau de surveillance, plaçant des microphones supplémentaires à des altitudes plus élevées et utilisant un équipement d'enregistrement directionnel pour essayer de localiser la source de ces transmissions. Ce que j'ai découvert a remis en question tout ce que je croyais savoir sur les propriétés acoustiques des environnements naturels. Les sons ne provenaient pas d'un seul endroit, mais étaient générés par un réseau sophistiqué de dispositifs audio cachés qui avaient été installés dans tout l'écosystème de la vallée. Ma percée est survenue lors d'une enquête systématique de la crête et de la vallée, où mon équipement avait constamment détecté les sources de signaux les plus fortes. Camouflés parmi la végétation naturelle, j'ai trouvé une série de petits dispositifs électroniques montés sur des troncs d'arbres à environ 2,5 mètres au-dessus du sol. Chaque dispositif était à peu près de la taille d'un livre de poche, alimenté par des panneaux solaires presque invisibles parmi les feuilles et reliés aux autres par des câbles fins enterrés juste sous la surface du sol. Les dispositifs étaient clairement du matériel de qualité professionnelle fabriqué selon des spécifications militaires et conçus pour un déploiement à long terme dans des environnements hostiles. Chaque unité contenait un petit haut-parleur, un microphone sensible et ce qui semblait être un système de traitement numérique capable de recevoir, modifier et retransmettre des signaux audio. Le réseau s'étendait sur toute la vallée, avec plus de 30 unités individuelles travaillant en coordination pour créer un système complet de manipulation acoustique. En suivant les câbles enterrés, j'ai découvert une installation beaucoup plus grande cachée sous un épais bosquet de sapins baumiers sur la pente nord de la vallée. Ce que j'avais d'abord pris pour une formation rocheuse naturelle s'est avéré être un bunker soigneusement camouflé, construit en béton armé et recouvert de tannés de débris forestiers accumulés. L'entrée était dissimulée derrière une section de roche artificielle qui s'est ouverte sur des charnières cachées quand j'ai accidentellement activé un interrupteur de pression en examinant ce que je pensais être un rocher naturel. L'intérieur du bunker était un centre de commandement sophistiqué contenant des rangées d'ordinateurs, des équipements de traitement audio et des systèmes de surveillance qui enregistraient et analysaient activement les données acoustiques de toute la région des Appalaches. Plusieurs écrans affichaient des formes d'ondes audio en temps réel provenant de centaines de stations de surveillance à distance, créant une carte complète de l'activité sonore sur des milliers de kilomètres carrés de nature sauvage. L'installation était clairement conçue pour une opération à long terme, avec son propre système de génération d'électricité, un contrôle climatique et des quartiers de vie pour au moins 4 personnes. Selon la documentation que j'ai trouvée dans l'installation, il s'agissait d'un nœud dans un réseau plus large appelé Projet Résonance, qui menait des opérations de surveillance acoustique et des expériences de manipulation psychologique dans des zones sauvages reculées depuis plus de 8 ans. Le projet semblait tester l'efficacité des infrasons, des fréquences subsoniques et des phénomènes audio artificiellement générés pour induire la désorientation, la paranoïa et d'autres réponses psychologiques chez des sujets humains qui rencontraient des paysages sonores modifiés. Les sujets ciblés étaient principalement des randonneurs solitaires, des chasseurs et des chercheurs qui passaient de longues périodes seuls dans des zones reculées où leurs réponses psychologiques pouvaient être surveillées sans interférence d'autres personnes. Le projet documentait comment divers types de manipulation acoustique affectaient la prise de décision, l'orientation spatiale et la stabilité émotionnelle. Certaines expériences impliquaient de diffuser des voix enregistrées dans des langues étrangères pour induire la paranoïa concernant la surveillance étrangère. D'autres utilisaient des fréquences subsoniques pouvant provoquer des sentiments de malaise ou de terreur sans que le sujet soit consciemment conscient de son inhabituel. Le plus troublant étaient les profils psychologiques d'individus surveillés au cours de multiples visites dans les zones affectées. Les dossiers contenaient des évaluations comportementales détaillées de centaines de personnes, y compris des randonneurs ayant signalé des expériences étranges, des rencontres paranormales ou des sentiments inexpliqués d'être observés en campant dans des zones de nature sauvage supposément isolées. Le projet avait systématiquement manipulé l'environnement acoustique de ces lieux pour étudier comment les facteurs de stress environnementaux affectaient la psychologie humaine et la prise de décision dans des conditions de survie. Mes propres recherches m'avaient involontairement transformé en sujet de leurs expériences. L'installation contenait un dossier complet sur mes activités, y compris des copies de ma demande de bourse, des photographies de mon campement prises par des caméras cachées et une analyse détaillée de mes schémas comportementaux sur les 4 mois où j'avais travaillé dans la vallée. Ils avaient utilisé ma présence pour tester comment une scientifique formée réagirait à des anomalies de plus en plus évidentes dans ce qui aurait dû être un environnement naturel. Les effets psychologiques ont commencé presque immédiatement après que j'ai découvert l'installation. Même si je comprenais intellectuellement que les sons que j'avais entendus étaient artificiellement générés, j'ai commencé à souffrir d'anxiété sévère, d'insomnie et d'hallucinations auditives. J'entendais des conversations chuchotées dans ma tente la nuit, des sons de bip électroniques alors qu'aucun équipement n'était actif, et le bourdonnement distinct de basse fréquence même lorsque j'étais loin de la vallée. La manipulation avait été plus efficace que je ne l'avais réalisé,
conditionnant mon système nerveux à réagir à des déclencheurs acoustiques qui continuaient à m'affecter même après avoir compris leur nature artificielle. Quand j'ai tenté de documenter mes découvertes et de signaler l'opération de surveillance illégale aux autorités compétentes, j'ai rencontré une série d'obstacles bureaucratiques suggérant que le projet bénéficiait d'une protection officielle à un certain niveau du gouvernement. Mes superviseurs universitaires m'ont conseillé d'abandonner mes recherches et de me réinstaller sur un autre site de terrain, invoquant des préoccupations de sécurité non spécifiées. Mon équipement a commencé à mal fonctionner de manière qui semblait être un sabotage délibéré plutôt que des défaillances naturelles. Le dernier avertissement est venu sous la forme d'une visite de minuit à mon campement par 2 individus en vêtements civils qui se sont présentés uniquement comme des entrepreneurs fédéraux. Ils m'ont informé que ma présence continue dans la zone compromettait une opération de sécurité nationale en cours et que je serais tenu légalement responsable de toute perturbation des activités de recherche autorisées. Ils m'ont fourni un accord de confidentialité qui m'interdisait de discuter de mes découvertes et ont offert un règlement financier substantiel en échange de mon silence. J'ai signé l'accord et quitté la Pennsylvanie le lendemain matin. Mais cette expérience a fondamentalement changé ma compréhension de la manière dont nos zones sauvages sont utilisées par des agences gouvernementales et des entrepreneurs privés. Les techniques de manipulation acoustique que j'ai découvertes représentent une forme sophistiquée de guerre psychologique qui est testée sur des civils insoupçonnés s'aventurant dans des zones reculées où ils s'attendent à ne trouver que des phénomènes naturels. Depuis que j'ai quitté la vallée, je me suis réinstallé dans le Nord-Ouest Pacifique, où je travaille comme consultante acoustique indépendante pour des organisations environnementales. Cependant, je continue de surveiller les rapports de phénomènes acoustiques étranges dans les zones sauvages, et j'ai identifié des schémas similaires de sons inexpliqués dans des endroits reculés à travers l'ouest des États-Unis. Le réseau d'installations de manipulation acoustique semble être beaucoup plus grand que la seule installation que j'ai découverte en Pennsylvanie. L'aspect le plus troublant de cette expérience est la réalisation que nos zones sauvages les plus reculées et supposément vierges peuvent être soigneusement surveillées et manipulées par des technologies que nous ne voyons ni ne soupçonnons. Quand les randonneurs signalent entendre des sons étranges, ressentir une anxiété inexplicable dans certains endroits, ou avoir la sensation d'être observés dans des zones supposément isolées, ils ne s'imaginent peut-être pas des choses ou ne rencontrent pas de phénomènes surnaturels. Ils peuvent être des sujets involontaires dans des expériences psychologiques conçues pour tester les limites de la perception humaine et de la stabilité mentale. Si vous passez du temps à randonner dans des zones sauvages reculées, faites attention aux sons qui semblent déplacés ou qui provoquent des réponses émotionnelles disproportionnées par rapport au stimulus réel. Faites confiance à vos instincts quand quelque chose ne semble pas normal dans l'environnement acoustique d'un endroit particulier. Et rappelez-vous que tous les sons que vous entendez dans la nature ne sont pas aussi naturels qu'ils en ont l'air. Parfois, la forêt vous écoute plus attentivement que vous ne l'écoutez. Et parfois, les prédateurs les plus efficaces sont ceux que vous ne voyez, n'entendez ou ne soupçonnez pas être là. Mon grand-père a guidé des chasseurs dans ces montagnes du Kentucky pendant 50 ans. Mon père l'a fait pendant 30 ans. J'étais censé continuer la tradition. Après la dernière saison de chasse, je ne remettrai plus jamais les pieds dans ces bois. Je m'appelle Jasper McClom. J'ai 42 ans et je suis venu ici du Montana il y a 15 ans quand j'ai épousé ma femme Emma, dont la famille avait des racines profondes dans l'est du Kentucky. Le nom McClom n'était peut-être pas né dans ces montagnes, mais j'ai appris chaque crête, chaque ruisseau et chaque sentier de chasse comme si je les arpentais depuis mon enfance. Quand le père d'Emma est décédé en 2018, j'ai hérité de son entreprise de guidage ainsi que de sa licence de guide de chasse et de 23 ans de relations avec les clients. Appalachian Wilderness Guide opérait dans la forêt nationale de Daniel Boone depuis les années 1990, proposant des expéditions de chasse pour le cerf, l'orignal, l'ours noir et la dinde sauvage. Nous nous spécialisions dans les chasses de plusieurs jours en arrière-pays, où les clients pouvaient vivre l'authentique nature sauvage des montagnes tout en poursuivant le gibier dans certains des terrains les plus reculés et difficiles du Kentucky. L'entreprise était prospère parce que je comprenais que les chasseurs urbains avaient besoin de plus qu'une simple personne pour leur montrer où se trouvaient les animaux. Ils avaient besoin de quelqu'un capable de les garder en sécurité dans un pays qui pouvait tuer une personne non préparée de douzaines de façons différentes. Je savais quelles crêtes étaient stables et lesquelles avaient des schistes instables qui pouvaient vous envoyer dévaler dans un ravin. Je savais quels creux inondaient pendant les fortes pluies et quels passages de ruisseaux devenaient des pièges mortels infranchissables quand l'eau montait. Plus important encore, je savais faire la différence entre les sons normaux de la forêt et les sons qui signifiaient qu'un danger se déplaçait dans votre zone. En octobre dernier, j'ai été engagé par un groupe de 4 chasseurs de Louisville qui voulaient traquer l'orignal dans la section la plus reculée de la forêt, à environ 32 km du sentier balisé le plus proche. Le groupe se composait de 2 couples mariés dans la quarantaine qui chassaient ensemble depuis des années, mais qui n'avaient jamais tenté une expédition en arrière-pays de cette difficulté. Marcus et Patricia Chen étaient des chasseurs de cerfs expérimentés qui voulaient se lancer un défi avec l'orignal. David et Rebecca Morrison étaient nouveaux dans la chasse,
mais en excellentes conditions physiques et impatients d'apprendre des techniques avancées. Nous avons établi notre camp de base dans une petite prairie entourée d'une forêt dense de feuillus, à environ 3 km d'un ruisseau qui fournissait de l'eau fraîche et attirait le gibier pendant les heures du matin et du soir. L'emplacement était parfait pour la chasse à l'orignal car il offrait plusieurs routes d'approche et d'évasion tout en étant suffisamment éloigné de toute activité humaine pour que les animaux se sentent en sécurité pour s'alimenter et se reposer. Les 3 premiers jours de la chasse se sont déroulés exactement comme prévu. Nous avons repéré plusieurs petits troupeaux d'orignaux et réussi à nous positionner pour plusieurs opportunités de tir. Marcus a réussi à abattre un orignal mâle mature le 2e jour et David a tué une femelle le 3e jour. Les 2 prises étaient propres et éthiques et les chasseurs étaient ravis de leur succès. Nous avons passé la 4e journée à traiter la viande et à la préparer pour le transport, prévoyant de partir le lendemain matin. Ce soir-là, alors que nous étions assis autour du feu de camp à discuter des détails de la chasse, Patricia a mentionné qu'elle avait entendu des sons étranges pendant la nuit. Elle les a décrits comme des conversations chuchotées dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas, provenant de différentes directions autour de notre campement. Quand j'ai demandé plus de précision, elle a dit que les voix semblaient se déplacer en cercle autour de nous, restant toujours juste hors de portée de nos lampes torchées, et qu'elle semblait discuter de notre groupe d'une manière qui la mettait extrêmement mal à l'aise. Je leur ai dit que les zones sauvages reculées produisaient souvent des phénomènes acoustiques qui pouvaient ressembler à des voix humaines, surtout quand le vent se déplaçait à travers des formations rocheuses ou une végétation dense. J'avais entendu des rapports similaires d'autres clients au fil des ans, et je les attribuais aux effets psychologiques de passer du temps dans des environnements inconnus et potentiellement dangereux. Cependant, Patricia a insisté sur le fait que ce qu'elle entendait était définitivement de la parole humaine, et que les locuteurs semblaient connaître des détails sur notre chasse et nos vies personnelles que des étrangers ne pouvaient pas savoir. Le lendemain matin, nous avons levé le canteau et commencé la longue randonnée de retour vers nos véhicules. Le sentier était difficile, mais bien marqué, et nous avons fait bonne route malgré le port de l'oursac chargé de viande d'orignal et d'équipements de chasse. Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner à un passage de ruisseau, à environ mi-chemin du départ du sentier. Et c'est à ce moment-là que Rebecca Morrison a disparu. Elle marchait en 3e position dans notre file indienne, directement derrière son mari, David, et devant Patricia Chen. Quand nous nous sommes arrêtés pour nous reposer et manger, David s'est retourné pour tendre sa bouteille d'eau à Rebecca et a découvert qu'elle n'était plus là. Nous avons immédiatement fait demi-tour le long du sentier, appelant son nom et cherchant tout signe indiquant où elle aurait pu quitter le groupe. Nous avons trouvé son sac à dos à environ 400 mètres derrière nous, posé soigneusement à côté du sentier comme si elle l'avait placé là délibérément. Mais il n'y avait aucune indication de la direction qu'elle avait prise ou de la raison pour laquelle elle avait enlevé son sac. Nous avons passé le reste de cette journée et toute la journée suivante à mener une recherche intensive de la zone où Rebecca avait disparu. J'ai utilisé chaque technique de pistage que je connaissais, suivant les sentiers de gibier, vérifiant les lits de ruisseaux et examinant chaque route possible qu'elle aurait pu emprunter. Les autres chasseurs se sont dispersés en quadrillage, appelant son nom et écoutant toute réponse. Nous n'avons trouvé aucune empreinte de pas, aucun vêtement déchiré, aucun signe de lutte et aucune indication qu'elle avait été attaquée par un animal sauvage. La 2e nuit de recherche, Marcus Chen a également disparu. Il s'était porté volontaire pour prendre le premier quart de garde pendant que le reste d'entre nous dormait. Et quand David s'est réveillé à 2 heures pour le relever, Marcus avait disparu. Son fusil était toujours adossé à l'arbre où il était assis, et sa tasse de café était encore chaude, indiquant qu'il avait disparu dans les minutes suivant l'endormissement de David. Nous n'étions plus que 3 dans une zone où 2 adultes expérimentés avaient disparu sans laisser de traces. J'ai pris la décision de partir immédiatement et de contacter les autorités plutôt que de continuer à chercher avec notre groupe réduit. Nous n'avons emballé que l'équipement de survie essentiel et avons commencé à marcher vers le départ du sentier avant l'aube, nous déplaçant aussi vite que le terrain le permettait. Pendant cette marche forcée, j'ai commencé à remarquer des signes indiquant que nous étions suivis par quelqu'un ou quelque chose qui restait parallèle à notre route, mais se cachait dans la forêt dense. Les sons étaient subtils mais constants, le craquement occasionnel d'une branche sous un pas lourd, le bruissement de la végétation qui bougeait contre la direction du vent, et, plus troublant encore, ce qui semblait être des voix humaines tenant des conversations tranquilles dans la forêt autour de nous. Les voix étaient trop lointaines et étouffées pour comprendre des mots individuels, mais le rythme et le ton étaient clairement ceux de la parole humaine plutôt que de sons d'animaux. Nous avons atteint le départ du sentier en fin d'après-midi et avons immédiatement contacté la police d'État du Kentucky, qui a lancé une opération de recherche et de sauvetage complète impliquant des hélicoptères, des chiens pisteurs et plus de 40 personnes formées. La recherche a duré 6 jours et a couvert près de 130 km² de terrain montagneux, mais aucune trace de Marcus Chen ou Rebecca Morrison n'a jamais été retrouvée. Le rapport officiel a conclu que les 2 individus avaient probablement été victimes d'accidents ou d'attaques d'animaux, et que leurs corps avaient été dispersés par des charognards ou emportés par les récentes fortes pluies. Cependant,
3 semaines après l'arrêt officiel des recherches, je suis retourné dans la zone seul pour mener ma propre enquête. J'étais convaincu que quelque chose de plus qu'un accident ou une attaque d'animal était responsable des disparitions, et je voulais examiner la zone plus en détail qu'il n'avait été possible pendant l'opération de recherche d'urgence. Ce que j'ai trouvé lors de cette enquête solo a changé ma compréhension de ce qui se passait dans ces montagnes. Caché dans un ravin escarpé à environ 5 km de l'endroit où Marcus et Rebecca avaient disparu, j'ai découvert un vaste système de grottes montrant des preuves claires d'habitation humaine. Les grottes avaient été modifiées avec des murs en pierre construits à la main, des plateformes en bois et des meubles rudimentaires fabriqués à partir de bûches et de matériaux de récupération. Plus troublant encore étaient les collections d'objets personnels qui remplissaient plusieurs des chambres de la grotte. Il y avait des dizaines de sacs à dos, de sacs de couchage, de fusils de chasse et d'équipements de camping qui appartenaient clairement à différentes personnes et couvraient plusieurs décennies. Beaucoup des objets étaient disposés en présentoirs soignés, comme si quelqu'un entretenait un musée des possessions de ses victimes. J'ai trouvé des permis de conduire, des cartes de crédit et des licences de chasse avec des photographies de personnes que je ne reconnaissais pas, datant des années 1980. La découverte la plus horrifiante se trouvait dans la chambre la plus profonde du système de grotte, où j'ai trouvé ce qui ne peut être décrit que comme un atelier de vol d'identité à grande échelle. Il y avait des dossiers détaillés sur des centaines d'individus, y compris des photocopies de documents d'identité, des échantillons d'écriture et des informations personnelles qui auraient pu être utilisées pour usurper l'identité de quelqu'un. Les dossiers étaient organisés par caractéristiques physiques telles que la taille, le poids, la couleur des cheveux et les traits du visage, comme si quelqu'un cataloguait les personnes en fonction de leur adéquation pour une usurpation d'identité. J'ai également trouvé des preuves de matériaux de déguisement sophistiqués, y compris des caractéristiques faciales prothétiques, des postiches et des vêtements qui avaient été modifiés pour correspondre à des individus spécifiques. Il est devenu clair que quelqu'un utilisait le système de grotte reculée comme base pour capturer des randonneurs et des chasseurs, étudier leurs identités, puis usurper leur vie en utilisant leurs informations personnelles et leur apparence physique. Quand j'ai examiné les dossiers plus en détail, j'ai trouvé des informations détaillées sur Marcus Shen et Rebecca Morrison, y compris des photographies qui avaient été prises pendant notre expédition de chasse à leur insu. Les dossiers contenaient leurs adresses domiciliaires, leurs informations professionnelles, les détails de leur famille et des registres financiers qui ne pouvaient avoir été obtenus que par une surveillance et une recherche approfondie. J'ai photographié tout ce que j'ai pu et quitté le système de grotte aussi rapidement que possible, sachant que la personne responsable de ces disparitions reviendrait probablement bientôt. Quand j'ai signalé mes découvertes à la police d'État, ils m'ont d'abord traité comme une personne d'intérêt dans les disparitions, soupçonnant que je pouvais être impliqué dans une sorte de schéma élaboré de fraude à l'assurance. Il a fallu des semaines d'enquête et de corroboration avant qu'ils n'acceptent que j'avais découvert des preuves d'une opération criminelle beaucoup plus vaste. L'enquête ultérieure a révélé que le système de grotte avait été utilisé comme base pour le vol d'identité et le meurtre depuis plus de 20 ans. Depuis cette découverte, je ne guide plus de chasseurs dans ces montagnes. J'ai vendu l'entreprise et déménagé dans le Colorado, où je travaille maintenant comme consultant en survie pour des organisations de plein air. Mais je continue de surveiller les rapports de disparition dans la région, et je sais que ce que j'ai découvert n'est qu'une petite partie d'un réseau beaucoup plus vaste qui opère dans les zones reculées des Appalaches. Parfois, la nuit, quand le vent souffle à travers les arbres, j'entends encore les voix chuchotées que Patricia a décrites. Et je me demande combien d'autres grottes comme celle-ci existent, attendant le prochain groupe de chasseurs ou de randonneurs pour ajouter à leur collection.